Tiers-livre, atelier d'écriture, atelier hebdomadaire. On fonctionne par cycle. Ce cycle s'appelle photofiction au pluriel. L'idée, chaque fois, on se saisit d'un photographe, d'une photographe de référence. C'est pas la question de référence qui compte, que la singularité de la posture narrative, la singularité du geste qui mène à l'élaboration de l'œuvre, ou là, dans telle série, et non pas pour écrire sur des images, ça on sait le faire, ça on le fait par ailleurs, mais en travaillant sur la relation du ou de la photographe à ce qu'il déchiffre du monde, rend visible du monde là où le monde ne produisait pas, lui, où la réalité ne produisait pas d'elle-même cette visibilité qui nous permet de nous y comporter, qui nous permet d'écarter l'apparence et de saisir ce qui nous entoure au plus proche avec des modes plus complexes. De quoi ? Allez, perception, ça nous suffira, perception. Alors je suis conscient, on est dans quelque chose de funambule, on est quelque chose que nous, on avait besoin de faire, parce que justement, en quoi ça nous concerne en tant qu'auteur, autrice, écriveur, écriveuse de littérature, justement parce que dans notre travail, qui est probablement le même si la littérature ne produit pas une instance d'abord visuelle, elle produit une instance qui est aussi visuelle. Paradoxalement, c'est aussi ce qu'on va travailler aujourd'hui avec Nan Goldin. Mais c'est aussi totalement lié à notre position d'auteur, à ce qui se joue de notre geste, notre protocole, notre expérience d'auteur par l'écriture, mais là où, en quoi, ce qu'on produit comme récit et ce qu'on produit comme auteur s'écrivent l'un par l'autre. C'est-à-dire, ce qui est la figure de l'auteur, elle se dessine, elle se construit par ce qu'on écrit. On a le droit de faire ces excursions. Le bonheur, c'est ce qui tombe de récits justement parce qu'on s'aventure dans des zones où la littérature n'est pas habile à produire des histoires. On se met à côté, d'où la littérature transmet et reconduit ces histoires, et on cherche ce que ça change pour nous, auteurs, autrices, dans le fait, dans le geste littéraire. Par contre, si vous êtes ici abonné à Tiers-livre, n'hésitez pas à reprendre les cycles précédents. Par exemple, travailler sur une image, bien à partir de Claude Simon, à partir d'Hervé Guibert. On a, ou d'Annie Ernaux, majestueuse Annie Ernaux, dans Les années. Soit la petite introduction, soit ce jeu-là où des images déclenchent toute une écriture du hors-champ. Allez retrouver ces exercices. Et tout ça, nous, on le pousse ensemble comme une grande fresque, une grande carte qui se fabrique progressivement. Alors, Nan Goldin, une Américaine à Washington, à DC, comme ils disent là-bas, en septembre 1953, on a 4 mois d'écart. Mais c'est le hasard, je m'en suis juste... Pour moi, c'était quelqu'un de ma génération, certainement, puisqu'elle avait là surgi et travaillé à l'arrache dans les années 80. Donc je savais qu'on était un petit peu du même bord du temps, mais je ne savais pas que c'était à si peu de distance. Quand on voit arriver des artistes d'une telle trempe, on se dit « wow, c'est des aînés, on les vénère pour ça ». Non, ce n'est pas le cas. Alors, Nan Goldin, bon, la biographie, il y a des choses en rupture, une sœur plus âgée qu'elle qui est placée en établissement psychiatrique et qui finit par se suicider en se jetant sur un train quand Nan Goldin a juste 18 ans. Elle a déjà, dans cette période-là, quitté le domicile familial.
photographié, par exemple, des trucs curieux, son père était à Harvard dans une bonne famille, dans la même promo de celui qui invente le Polaroid. Et quand elle se met à la photo, eh bien, le prof leur met en main à eux, les étudiants, des Polaroid, invention encore jeune et récente. C'est pas pour ça qu'elle va s'en servir, même si l'apparence crue des photographies fait beaucoup penser à ce je prends, je développe, c'est un geste d'arracher du haut temps, non pas simplement la prise de vue, mais l'objet même de la photographie en miroir. Un des premiers travaux d'ampleur de Nan Goldin qui inclut l'ensemble des années 80 sur lequel on va s'appuyer, le titre c'est « Je serai ton miroir ». Alors évidemment, Nan Goldin n'est pas à l'écart de ce qu'elle photographie. Les expériences, il peut y avoir des images de drogue, d'addiction, de destruction de soi-même. Elle les a traversées. Respect, mais tiens, encore cette histoire du père à Harvard. Il y avait l'inventeur du Polaroid, mais un autre, c'était Williams Burroughs. Burroughs, qui est une figure quasi dominante de la contre-culture new-yorkaise à l'époque. En tout cas, quand elle se lance dans la photographie, c'est ça peut-être qui est étrange dans ce titre « Je serai ton miroir », c'est que la crudité ou la force de ces images, c'est comment on peut se détacher de là où on est. Comment photographier, mon petit truc à moi, gros truc, mais si je prends en photo ce qui est juste là, parce que je n'en suis pas exempte. Comment ça crée, par la représentation, une résistance qui s'insère ici, au même endroit, et qui, paradoxalement, affirme la beauté, le désir, l'extrême, ou le risque, ou la beauté du risque, de ce qui est là devant vous, parce qu'on le cadre et qu'on le photographie, mais qui vous inclut, parce que vous ne feriez pas cette photographie si vous n'étiez pas, vous aussi, partie prenante, et pas, en tout cas, photographe de passage ou photographe en reportage. Mario Giacomelli, dont on parlait la semaine dernière, même s'il ne quitte pas son village, il adopte le principe, le geste et la posture du photographe, même si on est dans l'extrêmement proche. Alors est-ce que Nan Goldin annule sa position de photographe? Non, elle saute. C'est ce que décrit Rimbaud dans Une saison en enfer, dans Le viendront d'autres travailleurs. C'est pas quelque chose justement de cheap, parce qu'on photographie un vieux papier peint, une salle de bain moche, qu'on ferait aujourd'hui un squat, ou en tout cas ce New York underground, l'autre grande vague qui fera l'étape suivante du travail de Nan Goldin, ce sera la vague SIDA dans la deuxième moitié de la décennie 80. Je n'ai pas réussi à trouver avec quel outil elle photographie. Plus tard, elle aura le prix Hasselblad. On voit quelques photos, on n'arrive pas trop à déchiffrer. Est-ce que c'est Hasselblad ou c'est des chambres mi-format, donc c'est des choses lourdes comme ça, même si c'est seulement du réflexe, ou en tout cas qu'il ait pu y avoir plusieurs phases dans son travail et dans ce qu'elle saisit. Peut-être que là, dans ces débuts des années 80, c'est simplement un appareil réflexe avec un film 35 mm. Ce qui est important et singulier pour elle, c'est la pellicule qu'on met dedans. C'est une pellicule pour faire des diapositives. Vous vous en souvenez, des diapositives? Moi, j'en ai
des kilos des diapositives paternelles, et puis le projecteur, l'odeur, je reconnais l'odeur du projecteur, puis la petite tirette, le panier qu'on faisait avancer, puis quand on voyait des diaporamas qui tournaient tout seuls, c'était des paniers circulaires, tous ceux de ma génération. Vous saurez de quoi je parle. Les autres, allez enquêter sur eBay, on en trouve tant qu'on veut des petites diapositives. C'est pas le négatif, la pellicule est une épreuve positive, mais cette épreuve positive, elle reste souple. On l'encadre dans un petit carton et c'est elle qu'on projette. Pourquoi c'est important? Parce que Nan Goldin s'appuie sur ces dispositifs. C'est pas le dispositif du cinéma, puisque c'est quantifié, puisqu'il y a la machine, la petite tirette qui envoie devant la lampe sur l'écran. Mais elle, ce qu'elle propose, c'est des diaporamas. Par exemple, cette série là, dont on va s'appuyer, première série majeure de son travail début des années 80, c'est un montage de 700 diapositives. Vous allez à Paris, à la Maison européenne de la photo, il y a telle œuvre de Nan Goldin, eh bien, c'est des diapositives qui s'enclenchent et la totalité fait 5 minutes 40 avec une musique qui, elle, rythme et anime la projection. Donc, mais ça encore, c'est un intermédiaire, une zone neuve, en tout cas à l'époque par rapport au cinéma. C'est au point que les tirages, donc ces photos grand format, sont faites d'après les diapositives, et que quand disparaîtront les diapositives, en 2010, Nan Goldin quasiment arrêtera d'utiliser le support, le médium photographique. En tout cas, je ne pense pas qu'elle travaille avec le numérique. Et ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'ils font les étudiants en école d'art quand ils travaillent argentique, y compris avec des magnifiques appareils qu'on peut trouver sur presque rien dans les brocantes ou les eBay des vieux Canon ou Nikon des années 70, avec toute la mécanique, ou des Rolleiflex, c'est magique ces appareils. Moi, je serais incapable de mettre une pellicule passe-courée dans la pellicule tournée, un petit truc. C'est pas mon univers. Mais ensuite, ce qu'ils font, on avait un scanner cher qui prenait ce film et leur permettait d'exporter des fichiers qui là faisaient 280 mégas, tandis que nous avec nos fichiers RAW on est à 30 mégas, et ces fichiers de grande qualité par rapport à l'argentique, c'est là qu'ils les importaient dans Photoshop et produisaient leur travail. Des tas de photographes aujourd'hui travaillent avec ce processus, et Nan Goldin, elle n'a jamais je ne saurais pas retrouver son mot, mais ce n'est pas pour elle. Elle, c'était cette histoire de photographier pour être projeté, photographier pour être installé dans une ronde, dans un temps. Et elle dit, j'aime pas le scanner. Alors évidemment, je pense fort à William Bauhaus, je pense fort à Hubert Selby Jr., Last Exit to Brooklyn. On est dans cette ambiance-là. La littérature, c'est déjà risqué. Est-ce que c'est se risquer dans le glauque? C'est vraiment pas ça que j'ai envie. Ce qui m'a déclenché l'idée, pour une phrase que j'associe depuis là longtemps à Nan Goldin, c'est une critique qui dit « Des photographies qui contiennent plus grand que la photographie ». Bon, c'est une expression qui est facile à employer. Une photographie plus grande que la photographie. Ce qui m'a fait gamberger, c'est justement retour à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'instance visuelle. Évidemment, quand Nan Goldin est là, elle se représente elle-même dans son propre travail. Si je prends des zigotos là qui sont en train de jouer au Monopoly. Est-ce qu'on est dans le non préparé? Est-ce qu'on est dans la vie brute? Est-ce qu'on est dans le tous les jours?
probablement. On fabrique pas une composition comme ça. C'est pas du trafiqué. Est-ce qu'elle a même pris la précaution à d'autres endroits de pousser une bouteille, pousser un verre? Non, même pas. Est-ce qu'on change quoi que ce soit au désordre? On le prend tel que c'est. On a le droit à cadrer, on a le droit à jouer des géométries, d'un canapé de sky rouge, d'un reflet de néon. Est-ce que c'est elle qui arrange la table avec les restes là, de gobelets, de choses jetées, de vieux paquets de clopes, bouquets de fleurs et un tableau de travers? Non, je pense pas. Je pense que justement, la force de ces photos, c'est d'être... c'est ça, tel que c'était à ce moment-là. Tout se joue par... J'avais le droit d'être là. Et si je prends le droit de faire la photo, je ne suis pas une étrangère. Et c'est ce qui me permet de ne pas être dans la séance de pause, de ne pas être dans le préparé. Est-ce que c'est pour autant un témoignage ? Je crois que c'est pas un témoignage parce que ce rapport, bazar, vieux paquet de clopes, pile de revues de travers, des trucs tombés sur la table, c'est pas exactement la même chose. Peut-être que là c'est signé début années 80. Mais si on prend chacun de nous, la table de chevet, le bout de canapé, la salle de bain, la table de travail, ce qu'il y a sur les murs, la fatigue où on peut être corporellement, ou la tension des visages, ce que porte le visage, justement parce que on n'est pas pour être photographié par un autre. Ça, c'est ici, maintenant, dans l'instant. Et peut-être c'est ça où nous, on va tromper Nan Goldin. On va pas aller chercher l'underground, la marge. C'est pas ça, là, pour l'instant, qui est ce qu'on cherche. Si c'est là, tant mieux. Ce qu'on va chercher, c'est je suis parti de l'expérience. Et c'est pas Giacomelli. Giacomelli se dit, je prends dans le proche ces choses qui, si je les isole, deviennent photographiques. Nan Goldin, c'est dire, je prends ça tel que c'est. Une question de proche n'est pas forcément déterminante. Peut-être qu'on est parti en bagnole sans trop savoir où on allait, qu'on est arrivé chez ces gens, et puis qu'il s'est passé ci et qu'il s'est passé ça. Simplement, à un moment donné, elle prend l'appareil, elle fait la photo. Et la photo inclut, est-ce que ça sent, est-ce qu'il y a de l'odeur ? Bien sûr que non. Mais cette épaisseur de la relation aux êtres, par quoi elle passe ? En quoi l'épaisseur de la relation aux êtres, si vous faites partie là de ce qui est en train de se jouer, est-ce que c'est la sueur? Est-ce que la sueur va se voir sur la photo? C'est pas ça. Est-ce que c'est la fatigue ou la fumée ou ce qui reste de présence de la cuisine ou des trucs dans la salle de bain? On ne quitte pas évidemment le visuel, mais le visuel n'a pas été débarrassé de ce dont en général on le débarrasse pour la photo. On installe un fond, on installe le cadre, on pousse ce qui gêne dans le hors-champ, et par contre, on les connaît tous et toutes, ces photos où là, c'était comme ça. Alors évidemment, c'est des photos ratées. À la FNAC, on vous envoyait ça, on mettait une étiquette en travers, photo ratée, dès que c'était flou et tout. Et pourtant, c'est ce moment-là. Le geste radical de Nan Goldin, c'est dans ces conditions-là, au lieu de faire la mauvaise photo, ou ces gens qui se servent de téléphone. Non, à ce moment-là, moi, j'ai pris la Hasselblad, ou le Nikon, en tout cas le 24-36, ou mon moyen format, et j'ai fait la photo. Peut-être j'ai demandé aux personnes là de s'immobiliser, mais la plupart du temps, on dirait qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'elle est là. Donc la démarche photographique, non seulement elle est
lourde du point de vue du geste professionnel, mais elle est lourde aussi parce qu'elle inclut le support, le dispositif. Ce que je photographie est destiné à être projeté. Ce sera un ensemble de 700 images qui iront se balader dans les musées et qui seront lancées en 25 minutes avec un accompagnement, en tout cas une musique. On sera immergé dans une musique, dans cet appareil avec son panier ou sa ronde de petits trucs en carton, et puis vous serez entre l'appareil et le grand écran. C'est important aussi. Vous êtes vous-même immergé entre la source de lumière et ce que vous regardez, qui sera bien plus grand que vous. Nan Goldin, je ne sais pas ce que vous avez en tête. C'est tellement et tellement... depuis ce premier geste là dans les années... début des années 80, n'a jamais cessé d'être là sur le front de la réputation photographique et les plus grands musées. Et qu'est-ce qui a fait que il y a eu un grain de sable? C'est pas un grain de sable, et ça, moi, c'est des choses que j'ai vécues aussi lourdement après mon livre sur prison, ou l'autre chez Minuit qui s'appelait Un fait divers. Ces gens-là, ces anonymes, ouais, c'est des corps, c'est des visages qui peuvent être reconnaissables. Et puis tout d'un coup, ces photos qui sont faites dans le New York Underground des années 80, voilà que Nan Goldin prend cette réputation d'une des plus grandes photographes de sa génération. Elle entre dans l'histoire de la photo parce qu'elle a développé une approche. Bien sûr, c'est présent depuis l'histoire de la photo. Il y a des choses du quotidien, il y a des choses de l'instantané. Mais ce geste esthétique qu'elle produit là, de la même façon que Selby avec Last Exit to Brooklyn, ou William Burroughs avec Le Festin nu, ça, c'est une rupture. Et il y a eu des procès, ouais, des gens qui lui demandaient de l'argent, et ça lui a coûté hyper cher. Je crois que c'est quelque part, peut-être c'est le fait qu'elle vienne vivre à Paris, enfin entre Paris et Londres, mais principalement à Paris, ça joue aussi, ça a joué aussi sur... c'est plus la même chose. N'empêche que cette suite de séries qu'elle nous livre, je pense que moi, ça me dérange encore mon regard. Et ça me le dérange même dans les choses humbles. Je pense à des tas de photographes. Tiens, Éric Larreilladieu, par exemple, un gars ou Patrick Tourneboeuf, ou des gens, ou Thierry Girard, tous ces gens qui ont cette confiance dans l'humain qui fait que des intérieurs de cuisine ou de séjour dans les périphéries ouvrières entre Lille et Tourcoing, c'est le devoir, c'est là où eux trouvent leur mission de photographe. On n'est pas chez Nan Goldin. Elle, il y a cette transgression en plus. Ouais, il y a eu le sida, et c'est toujours eu ce travail du monde en dessous du monde. Et c'est pas pour aller là, mais c'est parce que l'amplification que ça a provoqué pour elle, c'est ça qui nous apprend à trouer la peau, là, de l'immédiat. Pour nous, je pense que Proust nous a tous fait aussi ce même effet. La joue d'Albertine, quand le narrateur l'approche, et le grossissement, là, la joue d'Albertine, ou l'attention posée, comment ce qu'il y a dans le salon de Madame Swann et les paroles qui vont avec, cette idée pas de promiscuité, de proximité et pas promiscuité, mais le fait que les deux mots pour nous aillent tellement ensemble. Cette promiscuité, c'est elle qui va au-delà du visible. S'il y a quelque chose de plus que la photographie dans l'œuvre de Nan Goldin, où il s'agit pourtant de diapositives destinées à être insérées dans un temps et un contexte musical pour provoquer l'immersion de qui la regarde, et pas le geste que je fais là en ouvrant mon livre,
ce mot de promiscuité, il est là, il est lourd. Alors, à vous de voir, vous publiez pas sur notre plateforme WordPress, mais si c'était ça, la porte qu'on ouvrait. Alors, dans ce cycle, depuis le début, toujours dit, on travaille avec deux voix qui peuvent être distinctes. En tout cas, on les écrit, on les pense différemment. Et est-ce qu'on peut même les écrire du même temps? C'est pas la question, mais dans la tête, on fonctionne en mode stéréo. Il y a ce qui s'écrit sur le point de vue du photographe, du rituel, du protocole, en tout cas une narration. Le point de vue du photographe, ici, il n'y a rien qui n'empêche de le faire basculer. Le point de vue du photographe, il n'y a rien qui empêche qu'ici, on le fasse basculer du côté du photographié. Les personnages qui sont dans les photographies de Nan Goldin. Ça peut être eux qui parlent. Et de l'autre côté, l'image elle-même, quand je dis promiscuité, je pense au travail de Sophie Calle aussi. Est-ce que Sophie Calle aurait pu travailler de cette même façon qu'elle l'a fait sans Nan Goldin? Il faudrait lui demander, mais je serais bien sûr, si ça se trouve, que... ne m'étonnerait pas qu'elle se connaisse. Mais le travail dans les hôtels de Sophie Calle, quelque chose là aussi du même ordre. Et comment on va ouvrir ça? Quels enjeux à l'ouvrir? Eh bien, pour nous, dans l'écriture, l'exemple vient là par Proust. On décrit, ça on sait faire. Raconter ce qu'il y a sur une table de travail, on sait faire. Installer le décor d'une salle de bain, d'un salon, d'un séjour, on sait faire. Mais si on s'approche plus, si ça colle au doigt, c'est justement parce qu'on n'a pas débarrassé, on n'a pas nettoyé, on n'a pas enlevé le petit machin qui gêne. Qu'est-ce que ça change? Et est-ce que là, ça ne vaut pas le coup d'essayer? Alors, j'ai pas forcément envie de mettre des textes là. Tout à l'heure, j'ai parlé de Les années d'Annie Ernaux dans la page avec la consigne. Je vais vous mettre un PDF d'Annie Ernaux. Petit extrait, peut-être le prologue de Les années. C'est un prologue que j'admire parce qu'il parle de... quand on disparaîtra, nous, qu'est-ce qu'on emmènera comme image? Parce qu'elles n'ont pas été faites. Donc là, c'est une autre proposition. Hein. Mais le côté mental de ces images, qu'Annie Ernaux introduit là, place en tête, en introduction à Les années, ce qu'elle sort là, c'est parce que justement, il ne s'agit pas de photographie, il s'agit de cette perception par image mentale. Et ça, cette perception-là, c'est l'espace où a travaillé Nan Goldin. Donc, une de ces images que vous portez, on n'a pas besoin d'être beau là-dedans. On n'a pas besoin d'avoir fait le ménage. Bon, ça, je l'ai assez répété. Par contre, est-ce que ça peut pas être un monologue qui l'accompagne? Peut-être pas. En tout cas, j'ai bien envie qu'on maintienne, même artificiellement, cette idée de ce qui se passe dans la tête d'un côté et ce que recèle l'image qui s'en moque de qui l'a faite de l'autre. Ce monologue, il peut être sur le dispositif, la danse des diapositives, la musique et l'écran et le dispositif d'immersion et comment c'est projeté. Ça peut même être très technique sur la description de ce dispositif, parce que maintenant, on n'utilise plus tellement les diapositives. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, je vous dis, si on utilise le monologue. Et un monologue, pensez comme Bernard-Marie Caltès, La nuit juste avant les forêts,
Tiens, je vous le remettrai aussi dans les petites sélections là, de PDF. On commence une phrase, et puis elle finit 23 pages de manus plus tard très serré, 60 pages de livre. Mais on a utilisé les 3 points, les parenthèses, les tirets, les parenthèses imbriquées, mais on n'a jamais coupé la phrase. Donc cette phrase hein, qui s'établit et qui se prolonge sans jamais s'interrompre, ça peut être du côté de personnage photographié, comme ça peut être du côté personnage photographiant. Est-ce que j'ai le droit de m'en tenir là ? Oui, parce qu'il est sûr que ce cycle est un cycle d'exploration et d'invention comme on n'a jamais osé inventer. Dernière chose, je vous ai scanné, parce qu'on n'a pas forcément toutes et tous les bouquins de Goldin à la maison. Je l'ai pris, je l'ai posé sur mon scanner en couleur. Il y a 24 images, disons, que vous pouvez utiliser plein écran. Là aussi, joint à la proposition. Prenez le temps d'aller vous balader dans ces 24 images de Nan Goldin, début des années 80. Et l'exploration, un pas, et puis un autre, et puis un autre. Et ça peut faire comme ça une impression, pas de malaise, bien sûr, parce qu'on a le droit d'aller là. Quoi je pense ? Je pense à ces petites chambres en EHPAD. Il n'y a certainement pas les choses qu'on voit chez Nan Goldin, mais simplicité d'une table, d'un lit relevable, d'un écran de télé et de sa télécommande, même si elles ne sont plus jamais utilisées, d'une photo plastifiée, une paire de chaussons, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Mais là encore, c'est pas le visuel qui commande quand on entre dans ce genre de lieu. Est-ce qu'on peut écrire un texte qui passe par une image faite, là où on a le droit d'être parce qu'on participe du même monde réel, immédiat, mais on s'arroge le droit d'en faire une image. Simplement, on ne se l'arroge pas toujours le droit, d'où l'intérêt de l'écrire. Mais ce serait ça ma proposition, et de faire l'effort de maintenir ces 2 strates d'écriture. C'est quoi cette image qu'on fait ? Une suffit, parce que elle peut être infinie. J'ouvre au hasard. Là, il y a des pommes comme chez Cézanne, une bouteille de jus de fruits, une vieille tasse de café, la table elle est ronde avec une espèce de truc de verre par-dessus. Ici, il y a des fleurs qui sont des tulipes a priori pas artificielles, mais plantées dans un bocal qui n'est pas un vase. Il y a un paquet de cigarettes et puis je ne sais pas quel truc de brochure qui tient, et puis il y a comment est le pull, et puis il y a le truc qui est derrière, et puis il y a le rebord des manches, et puis il y a ce qui tient à la main, et puis ici il y a ce truc avec les bougies. Il y en a combien des bougies ? Il y en a 25 ou il y en a 30, vous ferez l'effort de les compter, je sais pas. Puis le maillot de corps, et puis l'effet du noir comme sur la tour. Oui, une image suffit. Mais par contre, vous saurez pourquoi. C'est cette image que vous jouez. Et ça peut être la bribe de monologue. Le monologue qui est dans sa tête, ou dans... Attendez, que je la retrouve elle. Ou dans sa tête à elle, Nan Goldin. À la semaine prochaine.